Il est 8h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Très bon réveil. Dans 20 minutes, vous retrouverez Alexandra Sirgan pour le journal de Radio Vatican. Vous entendrez notamment le père Romanelli, le curé de Gaza, joint par le pape François il y a quelques jours. Mais avant cela, évidemment, évoquons les droits de douane. Donald Trump l'avait promis, il l'a fait. Depuis la semaine dernière, les bourses s'affolent, les entreprises s'inquiètent. La nouvelle salve de droits de douane annoncée le 2 avril entre en vigueur ce matin, dont un taux monumental de plus de 104%, de plus de 100% à la Chine, 104% précisément. Durant la première présidence Trump, déjà, le président américain avait mené un bras de fer commercial fort avec Xi Jinping. Cette fois, c'est le monde entier qui se retrouve groggy. Alors, quelle est la gravité de la situation ? Quelle peut être la réponse des Européens ? Question que nous allons nous poser ce matin avec Louis Gallois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ancien patron de ADS, de la SNCF. Vous co-présidez aujourd'hui la Fabrique de l'Industrie, un think tank dédié à l'industrie. Entrée en vigueur ce matin des droits de douane, on s'inquiète beaucoup ici. À l'échelle mondiale, qui est le grand perdant ? Qui est le grand gagnant ? Je pense que le grand perdant, c'est le consommateur américain. D'abord, parce qu'il va avoir à payer une partie de ses droits de douane à travers l'augmentation des prix. Et quand on sait à quel point les États-Unis sont dépendants pour les biens de consommation de la Chine notamment, on pense que l'impact sera fort. Donc ça, c'est clair. Bien sûr, il y a des pays qui vont beaucoup souffrir. Et je pense d'ailleurs aux pays en développement. Un pays comme les Lesotho, le Bangladesh, les pays les plus pauvres du monde vont avoir à subir des augmentations de droits de douane absolument considérables. Et je trouve que ceci a dépassé la mesure. Quel regard portez-vous sur la logique de Donald Trump alors ? Y en a-t-il une ? Donald Trump, on peut hésiter entre deux ou trois idées. La première, c'est qu'il veut de la recette fiscale pour baisser ses impôts. Et donc, les droits de douane permettront de compenser les baisses d'impôts. La seconde hypothèse, c'est que il veut véritablement rétablir le commerce extérieur des États-Unis. À mon avis, ça ne se fera pas rapidement parce que je ne vois pas les Américains fabriquant ce qu'ils importent actuellement. L'appareil industriel ne le permettra pas. La troisième hypothèse qui me paraît être peut-être la plus sérieuse, c'est qu'on se prépare à une grande négociation avec chacun des pays sur la base bilatérale et que Donald Trump s'est armé pour cette négociation. Et je pense qu'il a en plus derrière l'idée d'aborder le problème monétaire. Alors quel est ce problème ? Le problème monétaire, on en parle moins. Ce problème monétaire, c'est la démonstration qu'a faite son conseiller économique, Miran, le dollar est une monnaie de réserve. Donc, cette monnaie de réserve, elle est recherchée dans le monde entier. Tout le monde cherche du dollar. Ce qui fait monter le prix, le taux de l'euro. Du dollar. Et évidemment, ça pèse sur les exportations. Et Miran attribue le déficit commercial américain au fait que le dollar est trop haut. Alors il faut faire baisser le dollar, c'est pas très facile, parce que tant qu'il est une monnaie de réserve, il est poussé à la hausse. Ce que vous dites, Louis Gallois, c'est que Trump en fait aurait une idée derrière la tête et voudrait aussi adresser le problème monétaire après avoir... Je ne suis pas sûr que Trump lui-même ait une idée derrière la tête, mais il a des collaborateurs qui ont des idées sur ce point et qui les expriment très clairement. Et en quoi les droits de douane pourraient changer le cours du dollar ? Je sais pas si les droits de douane sont peut-être la première étape. La première étape avant d'arriver à parler monnaie. Mais je pense en tout cas qu'il faut que l'Europe se prépare à une négociation. Et on se prépare à une négociation quand on établit un certain rapport de force. Donc il faut que l'Europe se mette en position de force dans cette négociation qui s'avance. On peut parler timing, effectivement, Louis Gallois. On a l'impression que tout le monde a été extrêmement surpris par les annonces de Donald Trump la semaine dernière et qu'il n'y a pas encore de réponse. Pas de réponse à l'échelle mondiale, ça on pouvait s'y attendre, mais même pas de réponse à l'échelle européenne. Il y a une réponse chinoise en tout cas. Celle-là, elle est nette et précise. Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un bras de fer entre la Chine et les États-Unis dont il ne faudrait pas que nous soyons les victimes collatérales. Soit parce que les exportations chinoises, au lieu d'aller vers les États-Unis, viendraient vers l'Europe. L'appareil de production chinois est surcapacitaire
Et donc, ils ont absolument besoin d'exporter. S'ils ne peuvent plus exporter aux États-Unis, ça risque de venir exporter chez nous. Au détriment des entreprises françaises et européennes. Au détriment de toutes les entreprises qui, effectivement, fabriquent ces produits. Donc, il va falloir faire très attention à cette négociation musclée entre la Chine et les États-Unis. Quant à l'Europe, elle a des atouts. Elle est un marché considérable. Et d'autre part, elle a la capacité d'utiliser des instruments divers. Moi, je ne suis pas un fanatique de l'augmentation des droits de douane du côté européen, parce que nous importons beaucoup de gaz. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le prix du gaz augmente. Donc, taxer le gaz américain n'aurait pas grand sens. Nous importons des produits pharmaceutiques. Si nous taxons les produits pharmaceutiques, c'est la sécurité sociale qui paiera. Donc là aussi, c'est pas évident qu'il faille que nous allions dans ce sens. Il faut donc cibler nos augmentations de droits de douane de manière assez précise. Et puis, nous avons un instrument, le dispositif européen anti-coercition, qui nous permet de répondre sur d'autres domaines que les tarifs douaniers. Lesquels ? Par exemple, la fiscalité des entreprises américaines en Europe, puisque les entreprises américaines utilisent l'Europe pour faire de l'évasion fiscale. Et notamment les GAFAM, ces fameuses avec l'Irlande notamment. Ouais, avec l'Irlande qui va être dans une situation très difficile d'ailleurs, parce que elle a beaucoup bénéficié du fait que les Américains l'utilisaient comme plateforme, à la fois pour les produits pharmaceutiques. Pfizer et Lilly sont installés en Irlande, et une partie de l'excédent commercial irlandais vis-à-vis des États-Unis, ce sont des exportations d'entreprises américaines vers les États-Unis. Et d'autre part, c'est un paradis fiscal entre guillemets, dont profitent les entreprises américaines. Mais Louis Gallois, vous dites qu'il ne faut pas une réponse unique entre guillemets à la chinoise de la part de l'Europe contre les États-Unis. Dans ce cas-là, est-ce que la solution proposée jusqu'à présent par Ursula von der Leyen vous paraît cohérente ? Madame von der Leyen a proposé une solution assez astucieuse, qui est de dire plus de droits de douane des deux côtés. Ça serait très bien si les Américains ne considéraient pas la TVA en Europe comme un droit de douane. C'est Donald Trump qui considère cette TVA comme un droit de douane. Oui, mais s'il le considère, c'est qu'on a dû lui suggérer. Et il est évident que dans une négociation, il est hors de question que nous mettions en cause le système de la TVA qui fonde la fiscalité indirecte de toute l'Europe. Comment vous analysez le fait justement que les États-Unis accusent la TVA d'être un droit de douane ? Parce qu'en fait, qu'ils payent la TVA quand ils rentrent en Europe. C'est tout. Comme toute entreprise française paye la TVA, eux, ils payent la TVA en rentrant en Europe, et ils estiment que c'est un surcoût qu'on impose aux importations venant des États-Unis. L'Europe doit-elle répondre de manière cohérente ? Giorgia Meloni, le 17 avril prochain, se rendra à Washington pour rencontrer Donald Trump. Y a-t-il un risque, et quel est ce risque, que l'Europe réagisse en ordre dispersé ? Madame Meloni ne pourra pas négocier sur les questions commerciales, c'est une compétence exclusive de la Commission. Donc elle n'aura pas d'instrument de négociation. Mais effectivement, elle pèse en Europe. L'Italie est le 4e exportateur mondial, le 2e en Europe, c'est un pays qui pèse. Il faut tenir compte de ce que Madame Meloni va dire à Monsieur Trump. J'espère qu'une certaine cohérence pourra être assurée. Elle n'a pas non plus intérêt à remettre en cause complètement la cohérence européenne. Donc je pense que elle va aux États-Unis, elle a le droit d'aller aux États-Unis. Monsieur Macron va aux États-Unis régulièrement. Ça c'est pour l'Italie, et vous le disiez, hein, l'Italie c'est une voix qui pèse à l'échelle européenne, mais oui. L'Europe c'est 27 États. Est-ce qu'à 27 on peut se mettre d'accord ? Il y a des intérêts divergents. Vous parliez de l'Irlande. L'Irlande a des intérêts tout à fait divergents avec d'autres pays de l'Union européenne. Ça va être compliqué. Mais je pense que la situation est telle que peut-être le sentiment d'unité l'emportera. Je pense que l'Europe est capable d'avoir une réponse commune sur le plan commercial. Sera-t-elle assez vigoureuse ? Nous le verrons. Là où j'ai beaucoup plus de doutes sur l'Europe à 27, c'est sur la suite. Parce qu'on ne va pas en rester à cette discussion. Il y a deux terrains qu'il faut que nous explorions. Le premier, c'est d'aller chercher de nouveaux alliés dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, peut-être avec la Chine à discuter, même si l'Inde. Bien sûr, l'Inde.
J'expliquais que la Chine pouvait être un concurrent systémique pour nous, mais ça peut être aussi un partenaire sur un certain nombre de choses. Donc il va falloir explorer toutes ces voies. Et puis la deuxième voie, c'est évidemment le renforcement de l'industrie européenne. Et sur ce point, je pense que je suis assez sceptique sur la capacité des pays de l'Union européenne d'avoir une action unifiée dans ce domaine. Il y a quelques mois, il y avait eu le rapport Draghi qui avait fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que le type de choc auquel on assiste en ce moment peut quand même accélérer la réindustrialisation européenne? Je pense que ça peut. Évidemment, le rapport Draghi est un rapport extrêmement important parce qu'il décrit une situation qui ne peut qu'alerter. Quand il parle du risque de l'antagonie de l'Europe, c'est un vrai sujet. Ce que je crois, c'est que la riposte que propose Draghi à 27 va être très difficile à mettre en œuvre. Et il faut peut-être regarder si on ne peut pas articuler d'abord cette riposte avec un nombre d'États un peu plus limité, que ce soit la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. Les pays qui pèsent sur le plan industriel en Europe peuvent peut-être regarder comment ils peuvent travailler ensemble, parce que c'est eux qui ont les mêmes intérêts. Vous parlez beaucoup des pôles, Loïc Gallois. Dans quelle mesure est-ce qu'on assiste à la fin de la mondialisation en ce moment avec ces droits de douane? Moi, je pense qu'il y a une mondialisation sur laquelle on ne reviendra pas. C'est la mondialisation qui résulte des moyens techniques dont on dispose. Quand tel pays se relie à Starlink, la galaxie de satellites de Monsieur Musk, c'est de la mondialisation. Les GAFAM, c'est de la mondialisation. Il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais je pense que les relations commerciales entre les États vont devenir... entre les États et les groupes d'États vont devenir beaucoup plus tendues qu'elles n'étaient jusqu'à présent. Les négociations seront quasiment permanentes, je pense, entre ces différents blocs. Et chacun devra regarder s'il ne peut pas développer un modèle de développement plus auto-centré, même si ça ne remet pas en cause le fait qu'il y aura du commerce. Mais je pense que l'Europe en particulier doit regarder comment elle peut auto-centrer son modèle de développement et ne pas faire fond trop exclusivement sur l'exportation. Certains disent que la mondialisation apporte la paix. Est-ce qu'avec la fin de cette mondialisation telle qu'on peut la dessiner, cette guerre économique, qui est une guerre que provoque Donald Trump, il peut engendrer une guerre plus violente encore? Je ne suis pas absolument sûr que la mondialisation apporte la paix. Je ne vois pas de manifestations évidentes dans le monde entre l'Ukraine, Gaza et les risques sur Taïwan ou autre. Donc, je ne suis pas sûr que cette mondialisation soit aussi heureuse que vous la décrivez. Elle a apporté des choses, notamment aux pays en développement. Elle a coûté à un certain nombre de pays développés. La France fait partie de ceux auxquels ça a coûté en matière industrielle. Mais il faut s'adapter à la situation telle qu'elle est. Et je pense que la situation nous conduit à rechercher des modes de développement plus autocentrés, à la fois au niveau européen et au niveau français. Mais donc avec un retour des nationalismes possible ? Avec un retour de l'idée de souveraineté, de ne pas être dépendant, pour être plus résilient, plus résistant aux évolutions des crises, il faut que nous soyons plus souverains. Et la souveraineté va devenir un objectif beaucoup plus visible qu'il ne l'était. On en parlait beaucoup, maintenant on va devoir se mettre aux actes. On va être obligé de le faire. Souveraineté ne veut pas dire qu'on s'entoure de barrières à l'américaine. Souveraineté, ça veut dire qu'on est capable de discuter d'égal à égal avec tout le monde. Vous disiez au début de cet entretien que le plus gros perdant serait le consommateur américain. Dans l'immédiat, c'est le plus gros perdant. Louis Gallois, vous avez aussi parlé du Bangladesh, du Lesotho. Quel risque pour les personnes les plus fragiles à cette augmentation des droits de douane ? Écoutez, le risque, c'est l'inflation. Et on sait que l'inflation touche d'abord les personnes les plus fragiles, parce que ce sont elles qui consomment l'essentiel de leurs revenus. Et donc, c'est les plus sensibles aux hausses de prix. Pour quelqu'un qui est un gros épargnant, l'inflation est beaucoup moins sensible. Et à la fin, et il peut même y gagner si les taux d'intérêt suivent, par exemple. Et donc, l'inflation touche les plus fragiles. Donc, c'est la question de droits de douane et autres vont toucher les plus fragiles. Dans quelle mesure notre système de solidarité doit-il s'adapter en conséquence ?
Moi, je pense que notre système de solidarité doit faire l'objet d'un réexamen d'ensemble. Le modèle de 1945 peut-il continuer à vivre tel que nous l'avons mis en place après la Deuxième Guerre mondiale? Comment peut-il évoluer? Moi, je suis très attaché au modèle social européen et au modèle social français, pardon. Peut-être européen demain. Européen aussi, mais français. Je crois qu'il va falloir que nous réfléchissions au fait qu'il doit être plus centré sur les plus démunis. Plus centré sur les plus démunis, et parce que nous allons être obligés de faire un certain nombre de choix. Il ne faut pas que ces choix portent sur les plus démunis. Vous pensez à quoi en particulier? Par exemple, l'assurance maladie. Moi, qui ai une retraite confortable, je suis remboursé à 100% sur tous mes médicaments. Je ne sais même pas combien coûtent les médicaments que j'achète. Je trouve pas ça tout à fait normal. Je trouve que c'est tout à fait normal pour des gens qui sont dans des situations difficiles. Mais je pense que nous pouvons, classe dite aisée, vous pourriez les rembourser prendre d'autre part du fardeau. Et je crois qu'on peut étendre ça à d'autres sujets. Pourquoi tous les retraités sont-ils exonérés d'un certain nombre de taxes, alors qu'il y a des retraités qui gagnent très très bien leur vie? On l'entend, donc vous appelez à revoir ce système social. Mais encore une fois, le revoir en le centrant sur ceux qui en ont le plus besoin. Dernière question rapidement, Louis Gallois, si vous dirigiez encore un grand groupe aujourd'hui, vous pensiez que la situation serait plus compliquée à gérer que quand vous en dirigiez il y a quelques années? Peut-être qu'avec un choc comme celui que nous venons de connaître, il faut se réajuster. Je pense par exemple à l'aéronautique. Je pense que mon successeur actuel, Guillaume Faury, doit réfléchir à la manière de s'adapter à un monde qui est très différent de celui que j'ai connu. Mais nous avions, nous aussi, nos difficultés. Et je pense qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, justement, a cette capacité à s'adapter aux situations qui évoluent. Merci beaucoup, Louis Gallois, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale de RCF et Radio Notre-Dame. Merci.